Bienvenue dans cette 9e séance au logiciel Stata. La fois passée, je vous ai montré comment estimer un modèle de régression multiple étape par étape. Et je vous ai promis dans cette 9e séance de vous parler tout simplement des éléments qui se trouvent dans les tableaux des résultats. La séance passée, je rappelle d'abord ce qu'on a fait. La séance passée, c'est que nous avons expliqué la variable salaire, wage, en fonction de la variable nombre d'années d'éducation et nombre d'années d'expérience. Le modèle de régression multiple qu'on a estimé, c'était en fait sous la forme suivante. On a une constante plus un certain alpha 1 fois la variable education, la variable éducation, plus la variable nombre d'années d'expérience. Alpha 2 fois la variable nombre d'années d'expérience. D'accord? C'était ce modèle-là que nous avons estimé et nous avons trouvé ces résultats. Ces résultats que vous voyez. En fait, dans ce tableau, vous avez deux tableaux séparés. Ce premier tableau-là. D'accord? Et ce deuxième tableau. Et d'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas regardé la séance dernière, je vais mettre en description, en commentaire de cette vidéo. En fait, le premier tableau que vous voyez, c'est le tableau qu'on appelle tout simplement ANOVA. C'est le tableau contenant les résultats d'ANOVA. D'accord? Ça va nous permettre d'analyser le modèle de régression multiple de façon globale, dans sa globalité en fait. D'accord? Et après, nous allons entrer en détail dans le modèle. Là, nous allons trouver les coefficients, nous allons les interpréter. Nous allons voir comment les tester. D'accord? Essayons ensemble de comprendre les éléments d'information qui se trouvent dans le premier tableau, c'est-à-dire le tableau contenant les résultats de l'ANOVA. En fait, pour qu'on puisse comprendre les éléments d'information qui sont à l'intérieur de ce tableau-là, nous avons besoin de comprendre déjà à quoi consiste l'analyse de la variance. En fait, l'analyse de la variance, qu'on appelle ANOVA, permet de répondre à deux questions fondamentales. La première question, c'est quel est le pouvoir explicatif du modèle? C'est-à-dire, en termes de pourcentage, les variables que nous avons en face de nous, à combien de pourcentage on peut évaluer en fait leur explication de la variable dépendante? La deuxième question auquel l'ANOVA va nous permettre de répondre, c'est de tester en fait la significativité globale du modèle, c'est-à-dire de tester si l'ensemble des deux variables, quand on considère les deux variables ensemble, s'il explique réellement la variable salaire. Et nous allons voir, à travers la réponse à ces deux questions, nous serons en mesure de comprendre les éléments d'information donnés par Stata. Pour répondre à ces deux questions, l'analyse de la variance va consister tout simplement à la décomposition de la variance de la variable dépendante, c'est-à-dire la variable wage. Autrement dit, l'analyse de la variance va permettre tout simplement de décomposer la variabilité de cette variable-là. Étant donné que c'est une variable qui change, qui prend des valeurs différentes, nous on l'appelle ça variabilité de la variable salaire. Pour représenter la variabilité de la variable dépendante, l'ANOVA va considérer ce qu'on appelle la somme des carrés totales. Ça représente tout simplement la variabilité totale de la variable salaire, la variable wage, la variable dépendante. Et cette variabilité sera décomposée en deux parties. Une partie qui est expliquée par le modèle, on l'appelle somme des carrés expliqués, et une partie qui n'est pas expliquée par le modèle, qui est la somme des carrés résiduels. C'est la partie qui n'a pas été expliquée. Vous voyez déjà, on souhaiterait que toujours cette part soit la plus grande possible pour que nous puissions dire que notre modèle il est bon. C'est ainsi que la décomposition de la variance va nous permettre de calculer ce qu'on appelle le pouvoir explicatif du modèle. Le pouvoir explicatif du modèle, c'est quoi? C'est tout simplement le coefficient de détermination que vous avez l'habitude d'entendre. C'est le fameux R carré. C'est quoi R carré? R carré, c'est tout simplement le rapport entre cette somme-là, somme des carrés expliqués, et cette somme des carrés totale. Ça représente la part expliquée par le modèle. Somme carré expliquée divisé par somme des carrés total. C'est la part expliquée par le modèle. Pour trouver ces éléments d'information, on va passer au niveau du tableau. Au niveau du tableau, vous remarquez quelque part, on a écrit source. C'est juste pour distinguer la source de variabilité provenant du modèle et la source de variabilité résiduelle, la part qui n'a pas été expliquée. Et pour trouver en fait somme carré expliquée, il faut passer au niveau de cette colonne qu'on appelle sum square. En anglais, c'est la somme des carrés, c'est sum square en anglais. C'est sum square en anglais. En fait, ce que vous voyez ici, cette première valeur, c'est ça en fait, c'est la somme carré expliquée. Et ça représente tout simplement 1612,25. Et cette part résiduelle, vous allez chercher ça tout simplement au niveau de la ligne résiduelle.
Et ça va être tout simplement, c'est 5548,15. En fait, vous allez voir en bas le total. C'est cette somme-là, cette somme carrée totale. En fait, vous allez trouver ça ici. D'accord? Et donc, ça va être tout simplement 7160,41. Si vous faites la somme de ces deux, vous allez trouver la variabilité totale de la variable dépendante. C'est ainsi qu'on peut calculer le coefficient de détermination. C'est le rapport entre cette valeur que vous avez, 1612,25 sur 7160,41. Le logiciel a déjà calculé ça. Le logiciel vous a donné ça au niveau de, là vous voyez, R square. C'est tout simplement le R carré. D'accord? Et c'est égal à combien? 0,22. Si vous faites le rapport, vous allez trouver aussi 0,2252. C'est-à-dire quoi? L'interprétation de ça, ça veut dire tout simplement que, en termes de pourcentage, 22,52% de la variabilité totale de la variable salaire peut être attribuée à ces deux variables-là. C'est-à-dire ça peut être attribué au modèle. C'est-à-dire que le modèle permet d'expliquer jusqu'à 22,52% la variabilité de la variable wage. C'est ça l'interprétation de R carré. En bas, vous avez ce qu'on appelle ajuste R squared. C'est le R carré ajusté. Le R carré ajusté, c'est tout simplement le R carré corrigé. Le coefficient R carré ajusté est calculé de la façon suivante. C'est tout simplement 1 moins la somme des carrés résiduels divisé par ce qu'on appelle degree of freedom, c'est le degré de liberté associé à la variable somme carré résiduelle, le tout divisé par la somme des carrés totales. On divise également là-bas par le degré de liberté associé à cette somme carré totale. Je vous explique. Le DF en anglais, ça s'appelle degree of freedom. C'est, ça veut dire tout simplement en français, degré de liberté. D'accord? Et là, quand vous passez au niveau de cette colonne, vous allez voir quelque part DF. En fait, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que chaque somme a un degré de liberté qui lui est associé. Pour la première somme, c'est-à-dire la somme carrée expliquée, déjà que je vous ai donné ici, c'est cette valeur. Cette somme a un degré de liberté qui lui est associé, c'est 2. Pour les cas de la somme carrée résiduelle, le degré de liberté, c'est 523. Et pour les cas de la somme carrée totale, la ligne de total, ça c'est somme carrée totale. Également, ici, il y a un degré de liberté qui est 125. Si vous faites la somme des deux degrés de liberté, celui-là et celle-là, vous allez trouver également 125 ici. Si vous prenez la valeur de la somme carrée résiduelle, celle-là, cette somme carrée résiduelle, ça veut dire 5548,25 et vous divisez par le degré de liberté qui lui est associé. Le degré de liberté, c'est 2, c'est ce que vous voyez, c'est 2. Et vous faites le tout, vous divisez par somme carrée totale, c'est-à-dire cette valeur. D'accord, 7160. Il faut vous exercer à le faire, vous allez voir les résultats comme ça. C'est très intéressant. Divisé par ça, et le tout ça divisé par le degré de liberté qui lui est associé, c'est 525. Si vous faites les calculs, vous allez trouver cette valeur-là, 0,2222. Ajuste R square, c'est le R carré ajusté ça. Nous venons de trouver le pouvoir explicatif du modèle et c'est 22,52%. C'est-à-dire que 22,52% de la variabilité de la variable salaire est expliquée par notre modèle. C'est-à-dire que 22,52% de la variabilité de la variable salaire peut être attribuée à ces deux variables, à savoir la variable education et la variable nombre d'années d'expérience. À travers la réponse à cette question relative au pouvoir explicatif du modèle, on était en mesure de comprendre les éléments d'information dans la première colonne, deuxième colonne et la troisième colonne. On va répondre à la deuxième question. À travers la réponse à la deuxième question, on sera en mesure de comprendre d'autres éléments d'information au fur et à mesure. Au niveau de la deuxième question, il s'agit de voir est-ce que les deux variables, à savoir nombre d'années d'expérience et nombre d'années d'éducation, si on considère les deux variables ensemble, est-ce que on peut dire que les deux variables prises ensemble expliquent globalement la variable dépendante, c'est-à-dire la variable salaire. Pour cela, on fait ce qu'on appelle le test de significativité globale du modèle. Pour effectuer ce test, on fait recours au test de Fisher.
Et vous avez sûrement entendu parler de ces tests. N'importe quel test que vous allez mener suit 4 étapes fondamentales. La première étape, c'est de formuler correctement votre hypothèse. En deuxième lieu, de fixer un risque d'erreur. Un risque d'erreur à admettre, ça peut être alpha 1%, 5% ou 10%. La troisième étape, c'est de considérer la statistique du test. La fonction discriminante du test, on l'appelle aussi, si vous voulez, indicateur du test. C'est cet indicateur qui va vous aider à décider ou pas. C'est ainsi qu'on passe à la quatrième étape pour décider, la règle de décision. Donc, tout test passe par ces 4 étapes. Alors, pour les cas de Fisher, notre formulation d'hypothèse, elle est la suivante. On va formuler l'hypothèse nulle suivante. L'hypothèse nulle va dire ceci. Les deux variables explicatives, à savoir, si vous voulez, entre parenthèses, education et nombre d'années d'expérience, n'expliquent pas, tout simplement. Ensemble, n'expliquent pas la variable salaire, la variable dépendante. C'est-à-dire la variable wage, la variable salaire, entre parenthèses. Si nous acceptons l'hypothèse à 0, c'est-à-dire que les deux variables n'expliquent pas. Si on rejette, par contre, on va dire que les variables expliquent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous allons faire, nous allons fixer un risque d'erreur. Fixons un risque d'erreur que nous allons admettre dans le cadre de ce test. Et généralement, les risques d'erreur, on commence le plus souvent à 1%. On peut prendre en deuxième lieu un risque d'erreur 5%. Au cas où le 1% ne nous satisfait pas, on peut passer, au pire des cas, on peut aller jusqu'à 10% du risque d'erreur. D'accord? Donc, dans un premier temps, nous allons considérer que nous sommes tout simplement en train d'effectuer le test avec un risque d'erreur 1%. Après ça, on a en troisième étape, on a besoin de la statistique du test. La statistique du test. C'est tout simplement l'indicateur du test, si vous pouvez l'appeler comme ça, l'indicateur du test. C'est l'indicateur qui va nous aider à rejeter ou à accepter l'hypothèse. Donc, on a besoin d'une statistique pour accepter ou rejeter. Donc, on a besoin d'un indicateur. On va calculer ça. Quatrième et dernière étape, c'est tout simplement la règle de décision. C'est là où on va décider, on va rejeter ou on va accepter. Donc, on va voir une règle à suivre pour accepter ou rejeter. L'hypothèse a été formulée correctement, nous l'avons formulée. Donc, on peut maintenant fixer un risque. Donc, deuxième étape, nous fixons un risque d'erreur alpha 1%. La statistique du test, je vous rappelle que lorsqu'on fait un test de Fisher, la statistique du test est calculée de la façon suivante. Ça s'appelle la statistique du test de Fisher. F calculé, c'est tout simplement la somme des carrés expliqués divisé par le degré de liberté, je vous ai tout à l'heure parlé de ça, degré de liberté qui est associé à cette somme-là. On va voir ça tout de suite. Le tout, on divise par la somme des carrés résiduels qu'on divise d'abord par son degré de liberté. Et je vous ai dit que chaque somme a un degré de liberté spécifique. Et c'est ce qu'on donne df. Et si vous allez passer au niveau du tableau, je vous ai déjà parlé des degrés de liberté. Donc, vous allez les chercher, vous allez les trouver. Ça, c'est pour le modèle. Somme carré expliquée, c'est 2. Et pour le résidu, c'est 523. Il faut savoir qu'on est en train de faire le rapport de deux ratios. Ce premier ratio divisé par ce deuxième ratio. D'accord? Ce qui est intéressant, en fait, le logiciel vous calcule ces deux ratios directement à travers la colonne qu'on appelle mean square. Mean square. Mean square. Je pense en anglais. En fait, c'est la moyenne des carrés. C'est ce que vous voyez ici. C'est tout simplement, ça c'est le premier ratio et ça c'est le deuxième ratio. C'est-à-dire la somme carrée expliquée sur son degré de liberté. Ce que vous voyez ici, ça c'est la somme carrée expliquée. Si vous divisez par 2, vous allez trouver cette valeur. Donc ça c'est directement au niveau de mean square, vous allez chercher ce ratio-là. D'accord? Et pour le deuxième ratio, qui est somme carrée résiduelle
sur aussi son propre degré de liberté, c'est tout simplement cette valeur-là, la somme carrée résiduelle, divisé par son degré de liberté. En fait, le logiciel vous a déjà calculé ça à travers la colonne de mean square. Donc, c'est 10,60 et ici, c'est 806,12. Si vous faites le rapport, vous allez trouver, en fait, si vous faites le rapport des deux ratios, ce premier ratio divisé par celui du deuxième ratio, que j'ai appelé F calculé, ce premier-là divisé par le deuxième, vous allez trouver F calculé. En fait, le logiciel, il vous donne directement aussi le ratio. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire le rapport. Il vous a donné déjà ça à partir de là où vous voyez ici F. On sait très bien que la distribution de Fisher, il a 2 degrés de liberté. Le degré de liberté du numérateur, c'est celui-là. C'est pourquoi on vous a donné ici 2. Et le degré de liberté du dénominateur, qui est ici, tout simplement 523. En fait, ce qui s'est passé réellement, en fait, c'est tout simplement la valeur calculée qu'on vous a donnée ici, c'est égal à 115,99. Si vous faites le calcul manuellement, vous allez trouver le même résultat. Après, on vous calcule ce qu'on appelle probe. Ça, c'est la p-value du test. Et c'est très facile, en fait. C'est-à-dire qu'on a utilisé cette statistique-là, qu'on vous a calculée, et on a déterminé ce qu'on appelle p-value. Et cette p-value a été calculée à l'aide de cette valeur calculée. D'accord? À l'aide de cette valeur calculée. Donc, cette p-value, c'est ce qu'on va utiliser. Parce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser la p-value pour effectuer votre test. OK? La p-value, c'est égal à 0. Et ça a été calculé grâce à cette statistique. D'accord? Et si vous venez au niveau de là, vous allez pouvoir donner la valeur de la statistique si vous voulez. C'est 10, je pense, c'est combien même? La valeur de la statistique qui a été calculée, c'est 115,95. C'est ce qu'on a ici, 115,99. La valeur, c'est 115,99. En fait, pour vous faciliter la vie, je vais utiliser la p-value parce que la p-value a été calculée grâce à cette statistique. La règle de décision maintenant. Pour décider si vous allez accepter ou rejeter l'hypothèse, vous allez d'abord regarder la p-value du test. La p-value du test. La p-value, ça a été calculé, c'est 0,000. C'est grâce à cette statistique. Et si vous comparez cette p-value, si la p-value est inférieure, d'accord, au seuil que vous avez fixé, le seuil alpha dont je vous ai parlé, le risque d'erreur que vous avez considéré, si c'est inférieur au risque d'erreur, d'accord, on va tout simplement rejeter l'hypothèse. Si c'est inférieur, si la p-value est inférieure au risque d'erreur, on va rejeter l'hypothèse nulle. Et pour nous, nous avons considéré alpha égal à 1%. Et on sait très bien que 1% c'est 0,01. C'est plus grand que 0. C'est clair, c'est plus grand que 0. Du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Notre p-value est inférieure au risque d'erreur. Donc, on rejette notre hypothèse. On rejette H0. Et qu'est-ce que ça veut dire rejeter H0? Parce que notre hypothèse, ne l'oublie pas, nous avons dit que les deux variables explicatives n'expliquent pas. Si on rejette, ça veut dire que ces deux variables expliquent la variable salaire. Voilà, donc vous venez de voir que la norme va nous permettre de répondre à la question du pouvoir explicatif du modèle. Ça nous a permis également de tester la significativité du modèle. C'est super. À l'aide de ces deux questions, on était en mesure de pouvoir comprendre les éléments d'information dans la première colonne, dans la deuxième colonne, dans la troisième colonne et dans la quatrième colonne. Quelqu'un peut me demander d'où vient cette valeur aussi. C'est très facile, il suffit comme tout à l'heure de prendre la somme carrée totale ici, vous divisez par le degré de liberté, vous allez trouver aussi cette valeur. Donc c'est clair. Et maintenant, il nous reste quoi? On a trouvé également cette information-là. On sait de quoi il s'agit ici, c'est la p-value. On connaît R carré aussi, on connaît R carré ajusté. Il reste quel élément d'information? Il nous reste number of observations. Ça, c'est le nombre d'observations. Ça, c'est la taille de l'échantillon. C'est tout simplement ça. Quelqu'un peut me poser la question suivante. Concernant root ici, root mean square, ça représente tout simplement le 4 types de résidus. C'est les 4 types de résidus. C'est égal à 3,25 pour les gens qui veulent savoir. Et voilà, donc on vient de trouver tous les éléments d'information maintenant. On connaît tous les éléments d'information dans la première partie du tableau. Il nous reste maintenant de passer dans le deuxième tableau. Rappelons que le premier tableau nous a permis d'analyser le modèle de façon globale. On était même en mesure de tester la significativité globale du modèle. Donc,
le premier tableau ne nous a pas permis d'aller en profondeur. C'est ainsi que le deuxième tableau va intervenir. Le tableau deuxième va contenir les résultats détaillés. En fait, on va pouvoir étudier l'influence individuelle de chaque variable. On peut même tester l'influence de la variable education de façon individuelle sur la variable salaire et la variable expérience également. Donc, le deuxième tableau contient les résultats de façon détaillée. Premier constat. Déjà au niveau de la première colonne, nous avons en fait la variable dépendante qui va s'afficher. Et après, vous avez la variable education et la variable nombre d'années d'expérience. En fait, ces deux variables, ce sont les variables explicatives et ça, c'est la variable que nous voulons expliquer. Et vous avez en bas const, ça c'est la constante. Pour avoir les coefficients, on regarde la deuxième colonne, d'accord? Si vous regardez la ligne de la variable education, vous allez voir au niveau du coefficient, vous allez trouver le coefficient associé à la variable education, c'est-à-dire alpha 1. Alpha 1, en fait, c'est 0,64. Et si vous regardez la ligne des experiences, si vous vous déplacez, vous allez voir en fait au niveau de la colonne coefficient, ça va être tout simplement ce coefficient. Ça, c'est alpha 2. C'est 0,07. Et vous avez const. Const, au niveau de la ligne const, ça contient tout simplement, ici au niveau du coefficient, c'est tout simplement la constante du modèle, c'est moins 3,39. Au niveau de la deuxième colonne, on a ce qu'on appelle standard error. Ce sont les écarts types. Donc, nous avons l'écart type pour alpha 1, l'écart type pour alpha 1, c'est ça, d'accord? Ça, c'est l'écart type pour alpha 1. L'écart type, je note ça comme ça, sigma, alpha 1. Alpha 1 chapeau, comme c'est estimé. Donc, ça, c'est l'écart type d'alpha 1. L'écart type du coefficient alpha 1, c'est égal à 0,05. Et vous avez l'écart type de alpha 2. Si vous avez au niveau de experiences, si vous passez au niveau de la troisième colonne, ça, c'est l'écart type de alpha 2. Écart type de alpha 2. Alpha chapeau, comme c'est estimé. Alpha 2. C'est tout simplement 0,0, ça fait 0,010. D'accord? C'est l'écart type de alpha 2. Ça, c'est l'écart type de la constante. C'est l'écart type de la constante. C'est tout simplement 0,116. La colonne numétée, en fait, contient ce qu'on appelle les statistiques de student. En fait, comme nous allons voir tout de suite, quand on va faire le test de significativité individuelle, on va faire le test de student pour chaque variable. En fait, ça, c'est pour la variable education. Ça, c'est la statistique de student pour le test de significativité individuelle de la variable education. Et ça, c'est pour le cas de la variable nombre d'années d'expérience. On va effectuer tout de suite le test et vous allez voir, en fait, que à quoi ça sert c'était là. Ça, c'est la p-value. C'est la colonne contenant les p-values des tests que nous allons effectuer. Alors, répondons à la première question. On va poser la question suivante. Est-ce que la variable education influence individuellement la variable salaire? Est-ce que la variable education influence individuellement la variable salaire? Au niveau du premier tableau, vous savez, on a fait le test, les deux variables ensemble, mais cette fois-ci, on va tester variable par variable. Donc, on va tester maintenant la significativité de la variable wage. Première chose, je peux noter ça. Hein? Première chose, on sait très bien qu'il faut formuler l'hypothèse. La première chose, c'est la formulation de l'hypothèse. L'hypothèse nulle, c'est quoi? L'hypothèse nulle, c'est que, on va dire tout simplement que la variable education n'influence pas ou bien n'explique pas. C'est la même chose. N'explique pas la variable dépendante entre parenthèses wage, c'est-à-dire la variable salaire. Ça, c'est l'hypothèse nulle. La variable education n'explique pas la variable dépendante. Si on l'accepte, ça veut dire qu'elle n'explique pas. Si on rejette, ça veut dire qu'elle explique. La deuxième chose, comme on l'a dit, c'est de fixer un risque d'erreur. Fixons un risque d'erreur du test. Un risque d'erreur. Comme je vous ai dit, on peut avoir un risque d'erreur alpha 1%. On commence par 1%. On va voir si on peut aller jusqu'à 5%. Au cas où on n'arrive pas à être satisfait au seuil de 1%, on peut passer à 5%. Mais il ne faut jamais dépasser 10%. Le risque
maximum à accepter, c'est 10%. D'accord? Troisième étape, c'est de déterminer la statistique du test. Pour notre cas, la statistique du test, c'est la statistique des students. Lorsque le test s'est fait uniquement sur une seule variable, on utilise le test des students. Et la statistique des students, c'est noté T. C'est tout simplement le coefficient associé à la variable alpha chapeau 1, la valeur, en fait, le coefficient estimé, divisé par l'écart tube du coefficient. C'est pas pour rien que je vous ai donné ces valeurs. Parce que quand vous passez au niveau du tableau, vous allez voir, on va vous donner les coefficients. Vous avez les coefficients, vous avez aussi les écarts tubes. C'est ainsi que nous allons faire quoi? Pour avoir la statistique, nous allons utiliser les coefficients alpha 1 estimés et on va diviser par son écart tube. OK? Et quand vous faites le rapport, en fait, c'est le rapport que vous allez trouver ici, directement. C'est tout simplement prendre ça et on divise par ça. Et si vous divisez ça, vous allez avoir la statistique des students, tout simplement. Et à l'aide de cette statistique, on a pu en fait calculer ce qu'on appelle la p-value. Donc la colonne là, où vous avez P supérieur à T en valeur absolue, ça c'est la p-value en fait, tout simplement. C'est la p-value du test. Donc la p-value du test est égale à 0. OK? C'est ainsi qu'on peut passer à là. Connaissant la statistique du test, la statistique du test c'est combien? La statistique du test c'est 11,97. La statistique c'est 11,97. On peut passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la règle de décision. On va utiliser la p-value parce que en fait, c'est beaucoup plus facile d'utiliser la p-value pour accepter ou rejeter. On peut utiliser également la statistique du test. Si vous voulez, je vais programmer des séances où je vais parler de l'inférence statistique. Je vais vous montrer toutes les méthodes. La méthode la plus facile, c'est d'utiliser la p-value. Au niveau de la règle de décision, je vais regarder la p-value. La p-value pour mon cas, c'est 0,00. Si vous regardez au niveau du tableau, vous allez voir ça. Au niveau du tableau, au niveau de la p-value, vous allez voir que c'est 0. Donc, 0,00. On compare ça au risque alpha, au risque d'erreur. Si vous regardez, si je considère le risque d'erreur 1%, d'accord, 1% c'est 0,01. On sait très bien que la p-value est inférieure. Par conséquent, nous allons tout simplement rejeter. Je vous ai dit que lorsque la p-value est inférieure au risque d'erreur, on rejette l'hypothèse. D'où on rejette à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je rejette à 0, ça veut dire tout simplement que la variable salaire explique. On peut procéder de la même manière pour les cas de la variable nombre d'années d'expérience. Tout ce que je vais faire, c'est tout simplement de remplacer education par la variable expérience. On va tester la variable expérience. Donc, l'hypothèse nulle, la variable expérience n'explique pas. La variable dépendante. Pour cela, je fixe un risque d'erreur, 1%, et après, je calcule la statistique du test. La statistique du test, c'est alpha 2 cette fois-ci, parce que je parle de la variable expérience, c'est alpha 2 chapeau, divisé par les 4 types d'alpha 2 chapeau. Et si vous passez au niveau de la table, vous allez trouver, en fait, au niveau des résultats, déjà, nous avons le coefficient, c'est directement 6,39. Vous n'avez même pas besoin de calculer ça, parce que le logiciel vous a déjà calculé ça. C'est 6, c'est au niveau de la colonne de T, c'est 6,39. Si vous passez là, vous allez remplacer. Donc, c'est 6,39. On a la statistique et à partir de cette statistique, on a pu déterminer ce qu'on appelle p-value. Et cette valeur p-value, ça c'est la p-value du test, 0,00. Donc, quand je vais au niveau de la règle de décision, j'ai encore la p-value qui est égale à 0. Et comparé à un seuil de 1%, c'est inférieur. Par conséquent, je rejette encore l'hypothèse à 0. Ça veut dire que la variable expérience explique de façon individuelle également la variable salaire. À l'aide de ces tests, nous avons pu arriver à connaître les éléments d'information au niveau de la première colonne, de la deuxième colonne, de la troisième colonne, de la quatrième et de la cinquième. Il va rester en fait cette dernière colonne. Concernant la dernière colonne, en fait, c'est la colonne qui contient les intervalles de confiance pour chacun des paramètres. Alpha 1, alpha 2. En fait, en inférence statistique, on a deux manières d'estimer un paramètre. La première manière, c'est la méthode d'estimation ponctuelle. C'est la méthode consistant à estimer, tout simplement, à donner une seule estimation. Et c'est ce que vous voyez ici. Par exemple, pour les cas de la variable education, l'estimation ponctuelle, c'était tout simplement 0,64. Et pour alpha 2, c'est égal à tout simplement 0,01.
0,7. Ça, c'est une estimation ponctuelle. On a donné une seule estimation. Mais quand on parle de l'intervalle de confiance, au lieu de donner une seule estimation comme ça, on donne des bornes. On va borner en fait le paramètre. On va donner une estimation par intervalle. C'est-à-dire que mon alpha 1 chapeau va se situer entre deux valeurs. La borne inférieure et la borne supérieure. La borne inférieure pour alpha chapeau 1, c'est tout simplement 0,53 et la borne supérieure, c'est 0,74. Ça veut dire quoi? Vous voyez ici 95%, c'est tout simplement le niveau de confiance. C'est-à-dire que jusqu'à 95% de chances, le paramètre alpha 1 va se situer entre les deux bornes. Le paramètre va se situer entre ces deux bornes. Pour le cas du paramètre alpha 2, l'intervalle de confiance, c'est quoi? C'est tout simplement alpha 2 qui se situe entre tout simplement 0,048. C'est ça que vous voyez. Ça, c'est pour la variable expérience. Le coefficient associé, c'est alpha 2. Donc, alpha 2 se situe entre 0,048 et 0,091. Ça, c'est estimation par intervalle de confiance. On ne donne pas une seule estimation, mais plutôt un intervalle d'estimation. Et d'ailleurs, une autre manière de valider ou de rejeter notre hypothèse qu'on a formulée, l'hypothèse nulle, voilà, pour le test de significativité individuelle, en fait, ça va consister à faire quoi? Ça va juste simplement à consister à regarder si 0 se trouve dans l'intervalle de confiance. Si vous voyez que 0 ne se trouve pas à l'intérieur de l'intervalle de confiance, la variable est significative, c'est-à-dire qu'elle explique. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, par exemple, de la variable education, l'intervalle de confiance pour le coefficient alpha 1, on voit très bien que 0 n'appartient pas. Parce que, en fait, si vous faites ici, vous avez 0 ici, vous avez 0,53 quelque part, et vous avez 0,74 quelque part. Ça veut dire que dans l'intervalle ici, vous n'avez pas 0. 0 se trouve ailleurs. Ça veut dire que la variable est significative. Lorsque vous voyez qu'il n'y a pas 0 à l'intérieur de l'intervalle de confiance, ça veut dire que la variable est significative. C'est une autre méthode d'accepter ou de rejeter l'hypothèse nulle. C'est-à-dire, au niveau de la règle de décision, on peut utiliser les intervalles de confiance également. Dans tous les cas, je vais dédier une séance pour l'inférence statistique où je vais vous parler beaucoup plus en détail sur l'inférence statistique. Très bientôt, je vais vous montrer en fait comment rédiger un petit rapport pour ces résultats que nous avons produits ensemble. Donc, ça va être la séance 10, comment rédiger un petit rapport rapide de ces résultats et tout.